Merci. Je crois que vous avez demandé de faire un format TEDx, mais j'ai vu que sur le programme, j'en ai fait un il y a quelques mois, et que sur le programme, le lien existait déjà, donc je vais éviter de refaire la même chose. Je crois que c'est Karl Marx qui disait que l'histoire se répète toujours deux fois. La première fois, il se répète en tragédie, la deuxième fois en farce. Donc je vais essayer d'utiliser un format un peu différent et de partager avec vous quelques réflexions et d'interagir sur un peu d'histoire et les 50 dernières années qui ont vu vraiment une mutation du système économique. Et en reprenant, tu parlais des peuples premiers, en reprenant, je crois, un proverbe qu'on applique à l'Afrique qui est si tu ne sais pas où tu vas, retourne-toi et regarde d'où tu viens. Donc regarder ce qu'on a fait sur ces 50 dernières années devrait être intéressant. Première chose que j'ai envie de partager, il y a un peu plus d'un mois, à Vevey en Suisse, j'assistais à un dîner du futur. Nous étions à peu près 200 personnes, réparties en une dizaine de tables de 18 personnes, et l'idée était de demander à deux chefs de se projeter en 2029 et de regarder quelle serait notre consommation courante et notre nourriture courante. Alors bien sûr, ça a commencé avec des protéines végétales, ce qu'on appelle maintenant en investissement et en économie les fameux plant-based, comment avec des plantes on arrive à reproduire et à copier une nourriture animale. Et puis les insectes, grand sujet et grande préoccupation ces dernières années, la source de protéines que peuvent nous donner des insectes. Ensuite, ils sont allés vers quelque chose d'un petit peu plus futuriste, sont arrivés sur table des petites fioles avec des étiquettes hyper détaillées pour répondre un peu à tout ce que les applications nous demandent aujourd'hui, savoir exactement ce qu'il y a en termes de traçabilité, en termes de nutrition. Et puis des petites pilules qui étaient censées être adaptées à notre groupe sanguin pour nous donner exactement ce dont on aurait besoin en fonction de notre ADN. Et l'emballage de ces pilules était en plus comestible. Mais le plus surprenant, c'est de voir la deuxième partie du dîner, où les serveurs sont arrivés avec des petites lampes, ont séparé les tables de 18 en tables de 6, et expliqué que la nourriture, l'essentiel dans la nourriture, c'était de trouver le côté convivial, social, local, nutritionnel. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'idée, c'est qu'en 2029, on dîne ensemble, entre voisins, en consommant les produits qui ont été fabriqués ou produits qui ont poussé au sein de l'immeuble, au sein de la ferme urbaine, et on est donc sur une idée d'autonomie alimentaire. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, c'est comment les comportements des consommateurs décident des décisions d'investissement qui vont décider du futur qu'on souhaite construire. Non pas un futur qu'on va subir, mais vraiment comment investir et pour préparer l'avenir, et non plus ce qui est en finance très courant, investir derrière des algorithmes ou des ordinateurs, mais repenser au vivant et repenser au fait que nous sommes des êtres humains. Et cette notion d'être humain, cette notion de consommateur qui va déterminer le futur, un autre rappel que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'on est, je crois, de plus en plus au courant, et il arrive bientôt, le jour du dépassement. Est-ce que vous connaissez tous ce qui est le jour du dépassement ? C'était le 1er août l'année dernière, ça va être le 29 juillet cette année. C'est le moment où on estime que, économiquement, ou le fait de vivre sur Terre, on a utilisé toutes les ressources que la planète peut régénérer, et donc on consomme 1,7 planètes. Ce jour ne fait que reculer depuis les années 70 pour être le 29 juillet actuellement. 3 planètes si on consommait tous comme les Européens, 5 planètes si on consomme comme les Américains. Donc on comprend bien que c'est totalement instable. Et une réflexion que je souhaite partager avec vous, on assiste à cette conquête spatiale, à ces fortunes qui sont dépensées pour essayer de trouver de la vie sur Mars. Moi, j'aimerais bien qu'on investisse une petite partie de cette fortune pour préserver la Terre, qui est certes malade, mais bien vivante, et plutôt que d'aller chercher du vivant sur Mars, préserver notre biodiversité. Et la meilleure façon de préserver la biodiversité, au niveau de l'alimentation, c'est justement de la consommer et pas de la garder dans des conservatoires en Norvège où on garde les semences pour des choses qui ne sont pas malheureusement très efficaces. Là-dessus, petite perspective historique, j'aimerais revenir en arrière et vous parler de 1969. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, 1969 ? Je crois que le temps est compté, donc je prendrai juste une réponse si quelqu'un veut donner à son esprit 1969 à quoi il pense.
la Lune. Alors Mars et la Lune, finalement on n'a pas fait tellement de progrès. La Lune, c'est les Américains, 1969, ça me fait également penser aux Américains, au premier mandat de Nixon, qui a commencé en janvier 69, même s'il a été élu en 68. Et il a été élu, pas contre, parce qu'il a été assassiné entre-temps, mais un autre homme que je respecte beaucoup, qui était Bob Kennedy, était candidat. Et en 68, il a fait un discours qui a expliqué que le PIB mesurait tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Et ce que je trouve remarquable, c'est que déjà, il y a 50 ans, il insistait sur le fait qu'il fallait replacer l'humain dans l'économique et ne pas juste être sur une économie quantitative. Après, ça a été bien sûr 1969, après 1968, et les émeutes qu'il y a eu en France et aux États-Unis. Après, il y a 1979. Donc 1979, est-ce que quelqu'un veut évoquer ce à quoi ça peut lui faire penser ? Bon. 1979, choc pétrolier, crise économique d'un monde qui était déjà très dépendant du fossile. 1979, c'est un peu cette crise et ce chômage structurel qui se met en place, et on a l'impression que cette crise ne s'arrête jamais. Mais c'est aussi, à une époque, et je vais concentrer cette intervention sur l'alimentation, de plus en plus de personnes qui résistent, qui vont à contre-courant, qui osent ne pas céder à cette agriculture quantitative, chimique, de pesticides et d'engrais, et qui préservent des savoirs ancestraux que sont maintenant regroupés sous le nom du bio ou même de la biodynamie. Après, il y a 1989. Alors, une évocation sur 1989. Alors, j'avais la même, c'est exactement ce que j'ai noté. 1989, le mur de Berlin, là où on va nous expliquer qu'en fait la Terre est plate, qu'on va avoir une mondialisation de l'économie et que le libéralisme ou l'ultralibéralisme est la promesse du bonheur pour tous. 20 ans après, on s'aperçoit que malheureusement ce n'est pas du tout le cas. 1989, c'est aussi 2 ans après la crise boursière de 1987, et c'est aussi l'époque où on a l'émergence du mouvement slow food que j'ai évoqué ce matin, qui explique bien qu'il faut préserver notre nourriture, que ça fait partie de notre communauté, de notre culture, et que justement il faut s'opposer un petit peu à ce qui est l'uniformisation qu'on voyait de plus en plus dans cette nourriture ultra transformée. Nourriture ultra transformée qui voit vraiment son apogée en 1999. Et 1999, pour moi, ça révèle en tout cas la technologie, le début de la révolution d'Internet, mais également la crise à nouveau boursière des années 2000 qui enchaîne ce nouveau monde qu'on pensait pouvoir créer à partir d'Internet. C'est également le début des OGM et le demi-succès des premiers magasins, réseaux bio, réseaux spécialisés qui se décident d'offrir aux consommateurs une nourriture autrement. Ensuite, j'en viens à 2009. 2009 qui est bien sûr la crise, l'année qui vient après la crise de 2008, qui a été une crise financière, mais vous le savez tous aujourd'hui, elle a été écologique, économique, sociale, politique. On parle vraiment de la Terre qui a été totalement secouée et peut-être d'une mutation qui a démarré en 2008 pour accoucher bientôt d'un nouveau monde. 2007, 2008, 2009, c'est également la crise alimentaire dont j'ai parlé ce matin, mais je rappelle une information, on situe à 2008 le moment où la population mondiale est passée à plus de 50% en population urbaine. Ça a bien sûr des conséquences fondamentales sur le moment où on va passer de 7 milliards à 9 milliards, parce que ces 2 milliards vont être essentiellement de la population urbaine, et bien sûr sur la préservation de nos ressources naturelles. Après, j'arrive aujourd'hui à 2019. Moi, ce que j'ai vu en 2019, là, récemment, ce sont les élections européennes. Et qu'est-ce que vous pouvez tirer comme leçon des élections européennes ? Ouais, alors, c'est là où je voulais en venir. En effet, tout parti confondu, ça a été, je crois, le succès de l'écologie. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ce succès politique va être vraiment avec des actes concrets, une continuité, où on est juste sur un résultat électoral qui ne pourra pas faire ses preuves. Et moi, je ne crois pas aujourd'hui à la politique. Je suis persuadé et convaincu que c'est l'entreprise,
l'entrepreneur qui réinvente son secteur, qui cherche un produit, un service, qui va apporter des solutions et qui va pouvoir changer le système en faisant grandir sa solution et en remplaçant, pas aller contre, juste en remplaçant ce qui devient obsolète parce que la population, le consommateur, n'en veut plus. Et Saint-Exupéry, justement, disait, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Donc comment on peut le rendre possible? On peut le rendre possible justement en investissant. Et là où je veux en venir, c'est en reparlant du futur, 2030, si vous avez entendu parler des objectifs de développement durable mis en place par l'ONU en 2015, c'est de se dire comment on investit aujourd'hui pour préparer un monde meilleur. Il faut à peu près 4 trillions, 4 000 milliards par an d'investissement. Or, les ONG, les fondations n'arrivent pas, et les pouvoirs publics n'arrivent pas à avoir ce montant. Donc c'est uniquement si l'investissement privé se met en place pour investir sur les 2,5 trillions qui manquent. Et ça, c'est une formidable opportunité parce que depuis 10 ans, la banque, les financiers, les investisseurs ont vraiment été montrés comme un problème. Donc si on veut savoir où sont les gentils, où sont les méchants, je crois qu'on dépasse le giron politique et on doit se mettre en place avec une nouvelle façon de penser qui est on peut tous faire partie de la solution et les banques peuvent justement passer du côté des gentils. Et à partir de 2007, c'est également l'émergence d'une nouvelle finance qu'on appelle l'impact investing, qui sert à mesurer l'impact social, environnemental, positif qu'un investissement peut avoir, tout en recherchant de la rentabilité dans une entreprise. Moi, ce que je crois d'important, et ce que je fais aujourd'hui, c'est trouver où sont les bonnes intentions pour les transformer en solutions et pas en problèmes, c'est d'aller plus loin, et c'est ce qu'on appelle, nous, de la gestion de l'impact, et au sein d'un cadre qui doit donner envie, on n'est pas là pour convaincre et pour expliquer qu'il y a une catastrophe, mais cette gestion de l'impact, elle se met en place dans ce qu'on appelle l'économie régénératrice. L'économie régénératrice, comme l'agriculture régénératrice, c'est prendre soin, c'est rendre plus que ce qu'on prend. Et en fait, elle se concentre autour de 5 piliers, les 5 éléments de l'économie régénératrice, c'est regarder une entreprise, son business model, et la transformer en écosystème. Et en faisant ça, ça veut dire qu'on introduit dans l'entreprise du local, du collaboratif, du circulaire, du fonctionnel. On en parle à des ateliers, comment on vend le service plutôt que le produit, et en s'inspirant de l'écosystème. Parce qu'un écosystème, une forêt, un milieu marin, par définition, il est durable. Les arbres ne montent pas au ciel, les arbres se régénèrent. Or, l'économie linéaire qui fait qu'on extrait des ressources naturelles, on transforme, on vend, on jette, on gaspille, nous mène face au mur. Une économie régénératrice sera capable, grâce à ces éléments, à gagner en autonomie, à gagner en résilience et à préparer un monde meilleur. Et c'est ce qu'on appelle non plus le développement durable, mais une durabilité forte. Un dernier point, si vous me permettez une conclusion sur l'importance de la nourriture. Il faut savoir que lorsque vous êtes dans le ventre de votre mère, un bébé, la fonction principale du cordon ombilical, c'est justement de vous nourrir. Une fois qu'on est né, à partir du moment où on n'est plus chasseur-cueilleur, au quotidien, notre nourriture dépend des autres. On est en interdépendance. Maintenant, je vous parlais de cette pilule du futur qui, soi-disant, va nous nourrir, ou l'autre modèle, être autonome entre voisins pour sa nourriture. Et je crois que justement, si on veut construire un avenir positif, faire qu'on continue à être un être humain et pas un organisme vivant hors sol, faire qu'on continue à naître avec un nombril et non pas un code-barre, c'est qu'il faut investir pour préparer ce nouveau monde. Et en conclusion, j'aimerais citer Georges Bernard Shaw qui disait, je crois que vous connaissez cette conclusion, « Dans la vie, il y a 2 types d'individus. Ceux qui regardent le monde tel qu'il est et se demandent pourquoi. Ceux qui imaginent le monde tel qu'il devrait être et qui se disent pourquoi pas. » Merci.